Les mondes imaginaires fascinent. Ces mondes nous invitent à l'exploration et à la découverte de mondes fantasmés peuplés de créatures enchanteresses. L'auteur dispose de très nombreux outils pour donner vie à son univers, et l'un de ces outils est la carte. Planisphère, plan de ville, plan de continent, plan de maison, abonne-toi. Les auteurs rivalisent d'imagination pour inventer et créer des cartes fabuleuses qui sont même parfois portées à l'écran. Mais le secret d'une carte parfaite ne dépend pas de votre capacité à imaginer l'impossible, ni même de votre capacité à réarranger le réel. Ce que tu dis n'a aucun sens. Elle dépend d'un minuscule détail aux conséquences colossales. Compagnon conteleur, il est temps de partir à la chasse aux mots. Laissez-moi vous embarquer jusqu'aux confins de ces mondes imaginaires, à la recherche de ce secret caché derrière la porte des Digitips. J'ai toujours voulu dessiner la carte d'un monde imaginaire. Même si je dessine probablement aussi bien que Édouard aux mains d'argent. Et apparemment je ne suis pas le seul à aimer ces cartes, vous aussi vous êtes très nombreux. Plus d'un tiers des romans de fantasy posséderaient une carte. Faites le test avec votre bibliothèque, c'est véridique. Puis un soir, alors que je lisais pour me distraire, Ça, c'est distrayant. j'ai vu toutes ces magnifiques cartes de l'univers de Game of Thrones. Et j'ai su, oui j'ai su ce qui m'empêchait de dessiner depuis le début. Quelqu'un, que ce soit Georges Martin ou un dessinateur, a dédié des centaines d'heures de sa vie à la création de ces cartes. Pourquoi passer plus de 1000 heures de son temps à créer autant de lieux sur une carte que les personnages ne visiteront peut-être même jamais? Et qu'est-ce qui me dit que ce lieu précis existe? Et est-ce que j'ai même seulement besoin de le savoir? Moi, naïvement, je voulais seulement créer une carte de fantasy, en me disant que peut-être cela me donnerait des nouvelles idées d'intrigue ou de péripéties, ou alors de nouvelles idées pour mes personnages. Mais la tâche semble vraiment impossible quand on se compare à Game of Thrones ou au Seigneur des Anneaux. Et on se pose aussi la question de l'utilité. Est-ce qu'il y a une raison valable pour qu'un auteur se mette à dessiner son univers sur une carte? Autre raison que simplement pour faire joli? Eh bien oui, il y a une raison, et même plutôt une raison assez évidente quand on la connaît. Mais je suis prêt à parier que très peu d'entre vous savent de quoi je parle. Pour trouver le secret de ces cartes parfaites, trouver ce je ne sais quoi qui permet de rendre la lecture et la création d'une carte si plaisant, il nous faut d'abord trouver le point d'origine. Mes recherches m'ont mené à un livre très connu dont la carte a eu un impact très fort sur la conception qu'ont les auteurs de la création de leur univers sur papier. Cette carte, c'est la Terre du Milieu, théâtre des événements majeurs du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Elle a été imaginée par Tolkien et mise en forme par la dessinatrice Pauline Baynes. Tolkien était d'ailleurs très fier du travail de sa dessinatrice, qu'il dira d'elle qu'elle a réussi à transformer mon texte en dessin. Tolkien est reconnu à juste titre par la majorité comme étant le père de l'heroic fantasy, mais aussi le possible initiateur de l'utilisation de cartes du monde pour illustrer des mondes de fantasy. Et pourtant, cette carte, si grandiose qu'elle déborde du cadre, est un mensonge. Je ne traite pas Tolkien de menteur, je dis simplement que cette carte ne nous dit pas toute la vérité. Avant que la Terre du Milieu ne ressemble à ce que nous voyons ici, Tolkien avait imaginé une planisphère, Arda. Et la Terre du Milieu que nous connaissons se trouve juste ici, pas vraiment au milieu. Middle-earth est la traduction d'un dialecte issu de la mythologie nordique qui signifie Terre des Hommes. Et la Terre des Hommes dans la mythologie nordique, c'est également Midgard. Avant cela, la Terre du Milieu se nommait tout simplement Grande Terre. Cela signifie que cette esquisse a de très nombreuses fois évolué dans l'esprit de Tolkien. Il nous faut comprendre que cette carte que nous voyons ici, ou encore celle-ci, ne sont que des interprétations. Même celle-ci qui est annotée de la main de Tolkien lui-même est loin d'être complète. C'est son petit-fils Christopher Tolkien qui décida d'achever la carte à partir de petits bouts de texte retrouvés ça et là alors qu'il jouait dans le grenier. En tant que lecteur, on ne se rend pas vraiment compte que cet univers s'est créé petit à petit, à travers même des textes qui n'ont jamais été publiés. Tolkien a d'abord écrit avant de dessiner sa carte. Et ça, on l'oublie un peu trop rapidement quand on décide de se lancer nous-mêmes dans la création d'une carte de fantasy pour notre monde imaginaire. Le mensonge, c'est cette idée fausse selon laquelle dessiner une carte nous permettrait à nous, en tant qu'auteurs, d'inventer ou de créer de nouvelles idées d'intrigue ou de péripéties, ou même d'étoffer nos personnages. Je dirais même que c'est
plutôt l'inverse qui se produit. Pour y voir plus clair, je vous propose un petit saut dans le passé. Nous voilà en 1875, et Jules Verne publie alors l'île mystérieuse. À l'intérieur, il y a une carte qui permet de représenter l'île mystérieuse sur laquelle les protagonistes se sont perdus. L'île Lincoln. Une île imaginaire, mais tellement bien respectée au niveau de sa construction sur la carte qu'elle en devient réelle. Les cartes imaginaires reposent donc sur la réalité. Elles s'inspirent en majorité de la représentation occidentale que nous avons du monde. Les terres enneigées sont au nord, les terres désertes sont au sud, les climats tempérés sont au milieu, l'ouest c'est l'océan et l'est ce sont de vastes terres encore inexplorées et dangereuses. Dans ces conditions, les cartes s'avèrent extrêmement utiles pour respecter la cohérence des lieux et renforcer notre immersion dans le récit. On aide ainsi le lecteur à mieux se représenter où l'intrigue se situe. On peut même suivre le voyage de nos héros sur la carte et évaluer la distance parcourue depuis le premier chapitre. Une distance à la fois physique et symbolique, puisque nos héros ont profondément changé depuis leur départ de leur petit village natal. Me promettez-vous que je reviendrai ? Non. Et si vous revenez, vous ne serez plus le même. Alors, d'accord, créer une carte imaginaire permet peut-être de donner l'illusion que le monde imaginaire est bien réel, puisqu'il ressemble à notre monde. Cela faciliterait en quelque sorte notre compréhension de ce monde nouveau. Mais c'est là que la plupart des auteurs se fourvoient. Nous ne sommes pas censés connaître toute l'histoire passée et présente de la Terre du Milieu lorsque nous débutons la lecture du Seigneur des Anneaux. Si je vous montrais une carte du Belize, parce que mon intrigue se passe au Belize. Même si vous n'y avez jamais mis les pieds, vous saurez que cette carte est réelle. Vous en avez peut-être entendu parler à la télévision ou lu quelque chose à ce sujet dans un livre ou sur un documentaire. Je pourrais même jouer le sournois et inventer un village fictif dans cette carte pourtant bien réelle et vous n'y verriez que du feu. Il ne faut pas confondre créer une carte et créer un univers. Il est peut-être très intéressant de créer tout un background ou un univers à partir d'un simple croquis, mais on oublie le plus important en procédant de cette manière. Les cartes imaginaires s'inspirent tout d'abord de tout un réseau de valeurs et de symboles. Par exemple, en 1650, Tristan l'Hermite publia une carte allégorique, une carte intitulée « La carte de l'amour ». Elle-même inspirée de la carte de Tendre, créée et imaginée par Madeleine de Scudéry. Deux allégories de l'amour qui présentent les différentes étapes et l'évolution de l'amour à travers une carte imaginaire, à travers notamment les noms de lieux, que ce soit les noms de villes ou les noms de régions. Ces cartes transmettent un concept, des symboles. La carte ne nous aide pas à créer de nouvelles intrigues ou de nouvelles péripéties. La carte n'est même pas une base sur laquelle construire un univers. Non, c'est la pire façon d'utiliser une carte. Car un background repose avant tout sur des enjeux, des émotions, sur des personnages. Si vous aviez décidé de créer votre carte en vous disant que cette carte imaginaire vous servira un peu de repère comme une sorte de fiche de personnage, laissez-moi vous dire que vous pouvez abandonner l'idée. Car vous allez simplement créer une coquille vide. Un décor peut-être certes beau et original, mais complètement dénué de sens car il ne sera rattaché à rien de concret. Chaque décor, chaque monument, chaque nom de lieu doit servir à dire quelque chose à propos de vos personnages. Tolkien n'a pas dessiné Arda parce qu'il aimait la cartographie. Il a d'ailleurs dessiné des tas de cartes pendant la Première Guerre mondiale. Non, Tolkien a dessiné la Terre du Milieu au fur et à mesure des aventures de Frodon et de l'Anneau. Il a créé la Terre du Milieu et Arda autour de ses personnages, pour les enrichir. C'est probablement pour cette raison que la Terre du Milieu est le continent le mieux développé et le mieux détaillé de tout ce qu'il a imaginé. Un lieu peut aider à définir le but ou même le comportement de l'un de vos personnages. Lorsque l'on parle d'Aragorn, on évoque régulièrement Numénor. Numénor, c'est cette petite île qui a fini sous les eaux, détruite par les dieux pour punir la vanité des hommes dans leur quête d'immortalité. Elendil et Isildur avaient pour projet d'envahir les terres immortelles des elfes, Valinor, pour leur dérober l'immortalité. En guise de représailles, les dieux décidèrent de détruire plus de la moitié de la flotte d'Elendil et Isildur. Et de cette flotte, ou du moins ce qu'il en restait,
Elendil et Isildur ont décidé de rejoindre la Terre du Milieu pour s'y installer et créer ce qui deviendra plus tard le Gondor. C'est une information hautement symbolique et qui justifie pleinement la création de Númenor sur la carte. Cela nous dit que la lignée d'Aragorn est pervertie et qu'Aragorn va devoir racheter tous les crimes de ses ancêtres avant de prouver qu'il est digne d'être roi. Vous êtes le descendant d'Isildur, pas Isildur en personne. Donc vous n'êtes pas lié à son destin. Le même sang coule dans mes veines. La même faiblesse. Númenor est donc la représentation visuelle du combat intérieur que mène Aragorn. Et on peut trouver une connexion de ce type pour tous les éléments de background. La Lothlórien par exemple, elle est la personnification visuelle de Galadriel. Mystérieuse, envoûtante, dangereuse. Voici un nain qu'elle n'envoûtera pas si aisément. J'ai l'œil du faucon et les oreilles du renard. Et à l'opposé, il y a la forêt noire, là où vit Thranduil. La forêt est inhospitalière, tout comme lui, dévorée de l'intérieur par les fantômes de son passé. Legolas, ta mère t'aimait. Minas Tirith est telle que son intendant, Denethor. Une haute montagne de pouvoir prête à s'effondrer. L'arbre est mort et sa population est complètement déprimée. Mais la Cité Blanche a jadis été placée à cet endroit pour une bonne raison. Elle était censée être la gardienne du royaume ténébreux et empêcher le mal de sortir du Mordor. Très impressionnant. Où irons-nous après? Voyons, il est trop tard, Pérégrine. Nous ne quitterons pas cette cité. Vos personnages définissent votre univers. C'est parce que vous avez des personnages fascinants que vous vous devez de créer un univers tout aussi fascinant autour d'eux. Sur la superbe carte de Westeros, le plus bel exemple est sans doute celui de Brienne. Brienne de Tors. Tors, c'est cette toute petite île, juste ici, surnommée l'île aux saphirs pour la beauté de ses eaux. Brienne, elle, n'est pas du tout considérée comme une beauté dans l'univers de Game of Thrones. Vous êtes aveugle. Brienne est avant tout une force de la nature, grande et costaude, qui ne ressent même pas la douleur lorsqu'elle se bat avec hargne et acharnement. En dehors des batailles, ce sont ses yeux qui ressortent le plus, des yeux saphirs. L'île de Tors appartient aux terres de l'orage, dont les côtes sont régulièrement balayées par les forces de la nature, ce qui représente assez bien Brienne. Et l'île est donc entourée d'une eau saphir, comme les yeux de Brienne. Brienne est une pierre brute qui dissimule la véritable beauté d'un bijou taillé. On n'a pas besoin d'aller visiter l'île de Tors, nous l'avons déjà sous les yeux. En fin de compte, ce n'est pas si dur que ça. Tout ce qui est nouveau semble compliqué ou hors de portée. On se dit que jamais nous n'aurons assez de matière pour créer un univers aussi riche et resplendissant que celui du Seigneur des Anneaux, ou que celui de Game of Thrones. Parce que nous pensons à tort pouvoir créer tout un univers à partir de rien. La Terre du Milieu s'est construite sur plusieurs générations. Tolkien n'a pas du tout été seul pour la création de cet univers. Il a eu raison d'ailleurs de déléguer cette tâche à sa dessinatrice. C'est tout un métier de créer une carte. Encore aujourd'hui, il existe des tas de fans qui remettent en question les versions actuelles des cartes du Seigneur des Anneaux. En disant que non, d'après les récits, cette montagne devrait plutôt se trouver ici ou bien là. D'ailleurs, certaines parties de la carte sont tout simplement des extrapolations logiques à partir des descriptions trouvées dans le Silmarillion. Quand on écrit qu'il y a un lac à cet endroit, il faut penser de manière logique pour en déduire que s'il y a un lac, il y a peut-être une rivière. Qui dit rivière dit aussi relief. Qui dit relief dit montagne. Et voilà comment on en vient à dessiner une montagne à côté d'un lac alors que le texte n'en fait absolument pas mention. La Terre du Milieu ne s'arrêtera jamais de se construire, et il devrait en être de même pour toutes les cartes de royaumes imaginaires. La carte de fantasy est un outil précieux et magique. Il serait vraiment dommage de limiter la carte à un simple argument de vente esthétique. Poussé à l'extrême, on pourrait même imaginer une carte qui serait directement utile aux personnages pour mener l'intrigue, une carte intradiégétique. Cette carte serait utilisée directement par vos personnages, et ainsi le lecteur pourrait essayer de deviner le secret de la carte avant même que les personnages trouvent la réponse. C'est un peu le cas des cartes au trésor, ou alors de la carte du maraudeur dans Harry Potter. Révèle
tout est secret. C'est une façon originale comme une autre de faire participer le lecteur à l'aventure. J'aurais pu également parler des cartes dans les jeux vidéo, ces open world où tout ce que vous voyez est visitable. J'aurais également pu vous parler de ces cartes pour les jeux de rôle, ces battle maps, qui servent de champ de bataille interactive et immersive. Mais peut-être pour une prochaine vidéo. Compagnons conteleurs, n'oubliez pas que vous pouvez également visiter mon nouveau site internet lescontesdeclés.com sur lesquels vous pourrez retrouver un peu toutes les informations sur moi, sur mon travail, sur mes romans, mais aussi sur les diverses prestations que je peux fournir. Il ne vous reste plus qu'à imaginer, créer et partager votre carte. C'était Diegetips, à bientôt pour une prochaine vidéo.